Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action américaine qui s'appelle Zoetis, que vous avez été nombreux à me demander. J'ai reçu vraiment pas mal de fois la demande concernant cette entreprise, et comme c'est une entreprise qui m'interpellait également moi aussi depuis pas mal de temps, j'ai décidé de lancer l'analyse sur Zoetis. Donc nous allons voir si l'entreprise est intéressante et est-ce qu'elle vaut le coup en ce moment ou pas. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Zoetis et son business model. Ensuite, nous verrons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est le bon moment ou pas de se positionner dessus. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma méthode d'analyse, je vous renvoie vers ma playlist méthode en 3 vidéos que vous trouverez sur la chaîne. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Zoetis. C'est une société américaine qui a pour ticker ZTS, elle est cotée au New York Stock Exchange, elle a une capitalisation de 83 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,94% et elle est dans le secteur de la santé. L'histoire de la société commence dans les années 50 quand Pfizer, donc le groupe pharmaceutique américain, commence des recherches sur plusieurs médicaments et notamment l'oxytétracycline qui est efficace sur le bétail. En 1952, elle ouvre la branche Pfizer Agricultural Division spécialisée dans les animaux d'élevage et en 1988, la division de Pfizer devient Pfizer Animal Health. En 1995, elle fait l'acquisition de Northern Laboratories, ce qui lui permet de rentrer sur le marché des animaux de compagnie. Et entre 2003 et 2011, elle fait beaucoup d'acquisitions dont Pharmacia Corp, Embrex Inc., Catapult Genetics, Bovigan, Wyatt, etc. On va pas tous les citer. Et donc en 2012, la division Animal Health de Pfizer devient indépendante et devient la société que nous connaissons aujourd'hui en prenant le nom de Zoetis et elle fait en même temps son IPO, donc son introduction en bourse. En 2013, Pfizer revend également sa participation majoritaire dans Zoetis qui était à hauteur de 83%. En 2014, l'investisseur activiste Bill Ackman a pris des parts dans la société qu'il ne possède plus aujourd'hui, donc au travers de son fonds Pershing Square, et la même année, elle rachète des brevets chez Abbott Laboratories. Et entre 2015 et 2023, elle fait des acquisitions de Pharmac, NextVet, KL Automation, Abaxis, Jurox, BasePose ou encore PetMedix. Au niveau des ventes par activité, on a une entreprise bien diversifiée avec 23% sur les parasiticides, 21% sur les vaccins, 17% sur la dermatologie, 15% sur les autres produits pharmaceutiques, 13% sur les anti-infectieux, 4% sur les diagnostics de santé animale, 4% sur les additifs médicamenteux pour aliments et 3% sur les autres produits non pharmaceutiques. Au niveau des ventes par région, on a une forte exposition aux États-Unis avec 54%, 9% sur les autres marchés émergents, 6% sur les autres marchés développés, 5% au Brésil, 4% en Australie, 4% en Chine et 18% dans le reste du monde. Concernant le business model de Zoetis, elle vend principalement des produits à la destination de la santé animale, dont des parasiticides, comme on l'a dit, qui sont des produits conçus pour prévenir et traiter les infestations parasitaires chez les animaux, donc les puces, les tiques et les vers. Les vaccins qui protègent les animaux contre diverses maladies infectieuses et qui renforcent leur immunité, la dermatologie qui sont des traitements spécialisés pour les affections cutanées des animaux, y compris donc les allergies et les infections de la peau. Ensuite, on a les autres produits pharmaceutiques avec des médicaments divers pour traiter des larges gammes de conditions de santé animale qui ne sont pas couverts dans les autres catégories. Puis les anti-infectieux qui sont principalement des antibiotiques, les diagnostics de santé animale qui sont des outils et tests de diagnostic pour détecter rapidement et efficacement les maladies, des additifs médicamenteux pour l'alimentaire qui sont des suppléments intégrés à l'alimentation animale pour améliorer leur santé et leur croissance, qui contiennent également souvent des médicaments préventifs. Et ensuite, on a des autres produits non pharmaceutiques qui sont divers produits pour le bien-être animal qui ne sont pas classés dans les médicaments, mais ça peut être des suppléments nutritionnels ou des produits d'hygiène par exemple. Au niveau des marchés finaux de Zoetis, on en a 2 principaux, les animaux de compagnie qui représentent 66%, et ce marché inclut donc les chiens, les chats et autres animaux de compagnie, et Zoetis fournit donc des produits pour la santé et le bien-être, incluant des vaccins, traitements antiparasites, médicaments, etc., qui sont principalement distribués via des cliniques vétérinaires. Et ensuite, on a le segment animaux d'élevage avec 34%. Et là, ce marché couvre les animaux destinés à la production alimentaire, donc le bétail, les porcs, les volailles, les poissons. Et pareil, Zoetis propose des vaccins, des antibiotiques, des parasiticides et des additifs médicamenteux pour l'alimentation pour améliorer la santé et la productivité des animaux.
Au niveau des concurrents et du marché, le marché des médicaments pour animaux est en croissance avec un CAGR prévu d'environ 5,4% jusqu'en 2032 et Zoetis est le leader et domine dans beaucoup de segments et elle a également la majorité des parts de marché avec environ 18% et elle est devant ses concurrents principaux qui sont Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health et IDEXX Laboratories. Au niveau du management, on retrouve Christine Peck au poste de CEO depuis 2020, elle a intégré la société en 2012. Wafa Mamili au poste de Chief Digital Technology Officer depuis 2022, elle a intégré la société en 2020. On retrouve Whitney Joseph au poste de CFO depuis 2021 et Nick Ashton au poste de Chief Global Manufacturing Supply Officer depuis 2022 et lui a intégré la société en 2020. Au niveau du conseil d'administration, on a Frank D'Amelio qui est board member depuis 2012, Antoinette Letterberry depuis 2020, Louise Parent depuis 2013 et Robert Scully depuis 2013 également. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne intéressante, on retrouve majoritairement des institutionnels et des fonds d'investissement américains. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Zoetis. Et pour ça, comme d'habitude, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Vous aurez le lien en description ainsi que le code de réduction de moins 10% valable le premier mois et pour les nouveaux inscrits qui s'affichera à l'écran. Premièrement, on peut constater que la société depuis 5 ans en total return sous-performe légèrement le S&P 500, notamment depuis mi-2023. Par contre, sur 10 ans, on voit qu'elle surperforme largement le S&P 500 avec 444% de retour pour Zoetis versus 241% pour le S&P 500, un CAGR de 18% pour Zoetis et une linéarité plutôt bonne de 0,94. On voit qu'elle a eu un grand pic fin 2021 et qu'elle n'a pas retrouvé ses plus hauts historiques. Au niveau de la note quantitative, on obtient 17 sur 20 avec des très bons retours sur capitaux de 20,65%, des marges vraiment excellentes avec une marge opérationnelle de 36% et une marge free cash flow de 23%, le tout avec relativement peu de capex, 23% de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow. On a des croissances qui sont plutôt bonnes avec 7,9% de croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, 18% de croissance des EPS sur les 10 dernières années et 17% de croissance des free cash flow, même si on voit que la croissance des free cash flow n'est pas régulière puisqu'elle a baissé sur les 5 dernières années et elle a vraiment augmenté sur la dernière année. Au niveau des dividendes, on a également de très bons chiffres avec 21% de croissance des dividendes et 11 années d'augmentation consécutive, des dettes relativement raisonnables avec 1,86 de ratio dette totale sur EBITDA et un payout ratio relativement faible de 29%. Si on regarde un peu plus en détail l'évolution des chiffres, on voit que les revenus sont vraiment en croissance et on a une courbe plutôt linéaire et plutôt stable, même si on a eu une légère diminution en 2015. Ensuite, au niveau des earnings per shares, on voit que c'est un peu moins régulier avec une baisse en 2015, mais ça reste quand même en forte croissance. Et au niveau des free cash flow, on voit qu'ici, on a beaucoup moins de régularité avec une baisse en 2022. On n'a toujours pas retrouvé les plus hauts historiques de 2021 en 2023. Mais globalement, on observe quand même une belle tendance haussière à long terme et surtout les free cash flow, comme on l'a vu, sont en croissance plus rapide que les EPS et les revenus. Donc ça veut dire que les marges augmentent et on peut le constater ici puisque les marges ont augmenté dans le temps avec une marge opérationnelle qui était de 20,2% en 2014 et qui est maintenant à 35,9%, soit presque le double. On a eu une augmentation de 15 points sur la marge opérationnelle. Et si on regarde la marge free cash flow, pareil, on était à 9% en 2014 et on est maintenant à 18,9%. Donc là, pour le coup, on a eu un x2 sur la marge free cash flow, ce qui est vraiment très appréciable. Au niveau des retours sur capitaux, on voit qu'ils sont globalement en hausse également dans le temps, avec un ROCE qui est passé de 17 à 24%. Au niveau des dividendes, on a une très belle courbe ici. Au niveau de la dette, elle est en diminution. Et au niveau des actions en circulation, on voit que les actions sont en diminution également, donc l'entreprise fait des rachats d'actions réguliers, comme on peut le constater ici. Au niveau des concurrents, on retrouve Merck ici, donc l'allemand avec 7,5 sur 20, qui a une branche dédiée à la santé animale, et on retrouve également juste un petit peu plus bas ici, Elanco Animal Health avec 3,5 sur 20, donc vraiment une bien moins bonne note que son concurrent Zoetis, et qui est lui américain. Et maintenant, on peut passer donc à l'analyse fondamentale et on va commencer tout de suite par les forces de la société. Premier point, elle est leader sur son marché, elle possède des marges et une croissance qui sont supérieures à ses concurrents. Zoetis a souvent fait part également d'une grande innovation pour toujours relancer les cycles de vente de ses produits. Les dépenses en R&D de Zoetis sont supérieures à celles de ses concurrents, ce qui lui permet de déposer plus de brevets. Les revenus de Zoetis sont diversifiés sur plus de 300 lignes de produits et le top 10 des produits ne représente que 49% des ventes, dont 37% des ventes pour le top 5 des produits. Zoetis a également su faire des acquisitions importantes et bien menées pour accroître sa position de leader sur le secteur et également elle a développé de fortes relations de confiance avec les vétérinaires et les distributeurs de ses médicaments.
Au niveau des faiblesses de la société, elle dépend en grande partie de la vente de médicaments, ce qui la rend vulnérable aux changements dans la réglementation et la demande de ces produits. Également, elle est fortement concentrée sur les marchés développés et surtout sur les États-Unis, avec plus de 54% des ventes, et la gestion des différentes exigences réglementaires à l'échelle mondiale peut être complexe et coûteuse, ce qui peut ralentir le processus d'introduction de nouveaux produits. Au niveau des opportunités, vous le savez, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille, et en plus, il y a de plus en plus de familles qui possèdent des animaux de compagnie, ce qui augmente la volonté des propriétaires, notamment à dépenser plus pour les soins de santé de leurs animaux. Ensuite, on a l'intérêt également croissant pour les alternatives aux antibiotiques, tels que les probiotiques et les modulateurs immunitaires, qui offrent des opportunités pour développer de nouveaux produits. Et également, donc, l'industrie de la santé animale est moins régulée et n'est pas soumise donc, aux différentes sécurités sociales, comme le Medicare par exemple aux États-Unis. Donc Zoetis possède un meilleur pricing power que les pharmaceutiques classiques qui, eux, sont soumis au prix, par exemple, imposé par Medicare ou par la Sécurité sociale en France. Et on a également les marchés émergents qui présentent un potentiel de croissance significatif avec une demande croissante pour les produits de santé animale. Au niveau des menaces, comme pour toutes les pharma, on pourrait avoir des risques de scandale sur un médicament qui pourrait nuire à la réputation de Zoetis et lui causer des paiements de dédommagement, des régulations de plus en plus strictes également sur l'utilisation des antibiotiques sur les animaux d'élevage, une réduction de la demande sur le segment de l'élevage avec l'adoption notamment de diètes véganes, ce qui est peu convaincant selon moi. On peut également avoir une récession globale qui pourrait diminuer les dépenses des individus pour la santé de leurs animaux de compagnie. Et également, sur le marché, il y a la présence de concurrents majeurs comme Elanco, Merck et IDEXX qui pourraient gagner des parts de marché, et également l'augmentation des produits génériques qui peuvent exercer une pression baissière sur les prix. On a une grande douve stable, donc un fort avantage compétitif chez Zoetis qui provient principalement des actifs intangibles. Donc ça, c'est similaire aux industriels pharmaceutiques classiques. Zoetis possède beaucoup de brevets, ce qui protège ses médicaments, et également certains de ses produits bénéficient de marques fortes et sont reconnus dans le milieu et seront plus susceptibles d'être proposés par les cliniques vétérinaires. Au niveau de la checklist fondamentale, premier point, au niveau des produits, les revenus ne sont pas prédictibles puisque les revenus ne sont pas récurrents et les produits ne sont pas essentiels également. Les produits ne résistent pas au changement puisqu'ils dépendent de brevets et d'innovations constantes. Par contre, elle a un fort potentiel de croissance puisque le marché de la santé animale est en croissance et bénéficie de tendances séculaires. Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé puisqu'il a su développer des marges et un moat supérieur à la concurrence. Par contre, le management n'est pas skin in the game puisqu'il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers puisque, comme on l'a vu, le nombre d'actions en circulation est en constante diminution. Ensuite, au niveau de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve stable puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est également le leader sur son marché et bénéficie d'un meilleur avantage compétitif sur ses concurrents et elle résiste également à la concurrence avec de meilleures marges et environ 900 brevets de plus que ses concurrents à sa disposition. Donc si on récapitule, on a une note quantitative de 17 sur 20 et une note fondamentale de 14 sur 20 pour Zoetis. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étude de la valorisation pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et donc pour cette fois, on ne se retrouve pas dans l'application ni sur des slides pour l'évaluation du prix, puisque je vais introduire une nouvelle méthode ici qui va être basée sur les free cash flow per shares et les forward free cash flow yield. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et c'est une méthode que j'explique un peu plus dans le podcast qui va sortir lundi prochain sur le CAF rentable. Donc surtout, allez l'écouter pour comprendre un peu plus en détail. On ne va pas rentrer ici dans le détail des calculs et de comment marche cette méthode. Et c'est également une méthode que je vais implémenter de plus en plus dans mes analyses et que je vais implémenter sur l'application IQ Invest pour que vous puissiez vous en servir également et renseigner vos propres hypothèses de croissance. Donc ici, on prend les free cash flow par action actuelle de Zoetis qui sont à 3,51 $ par action. Le prix actuel, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est à 183,49 $ par action. On prend une hypothèse de croissance, donc en l'occurrence ici, moi j'ai pris 15% de croissance des free cash flow pour les 5 prochaines années. Pourquoi ? Parce que historiquement, on a eu une croissance de 17,8% sur les 10 dernières années, et moi ça me permet d'être un peu plus conservateur que le taux de croissance historique. On a également ici le current free cash flow yield, donc ça c'est le free cash flow yield actuel de l'action, donc ici qui est en TTM, donc qui est à 2,53, en sachant qu'on a également un free cash flow yield historique qui est à 2% pour Zoetis. Donc ici en fait le but c'est qu'on va estimer dans 5 ans à combien est-ce qu'on estime que les free cash flow yield seront. Donc forcément plus ils seront faibles, plus on estime que l'entreprise continuera à rester chère, et plus ils seront élevés, moins l'entreprise sera chère. Donc moi ici pareil, j'ai voulu prendre des free cash flow yield terminaux supérieurs à la moyenne historique, donc de 3%, et en appliquant en fait le taux de croissance sur les free cash flow per shares,
on obtient donc un free cash flow per shares final, et avec donc le free cash flow yield final qu'on a appliqué pour l'année 2028, on obtient donc un prix par action final estimé en 2028, qui serait en l'occurrence ici de 235,66 $ en appliquant donc le taux de croissance de 15% par année sur les free cash flow per shares. Et donc ce que nous dit ce prix ensuite, c'est qu'on peut calculer le CAGR, donc la croissance annuelle moyenne entre le prix actuel de l'action et le prix futur. Et donc ça nous permet de savoir, en payant l'action aujourd'hui à un prix de 183,49 $, combien de croissance est-ce que je pourrais avoir sur mon investissement par rapport à cette hypothèse de croissance. Et en l'occurrence, avec le prix actuel, on obtient 5,13% de CAGR. Donc vous pouvez voir ici qu'on a une croissance plutôt mauvaise, puisqu'on obtient un CAGR inférieur à la moyenne historique du S&P 500. Donc moi ensuite ici, l'objectif c'est de trouver un CAGR, donc un taux de croissance annualisé supérieur à 12%. Et pour ça, on peut faire différentes hypothèses de prix, mais en l'occurrence ici, avec une target price, donc un prix visé de 133 $, on obtient un CAGR de 12,12%. Donc ça veut dire qu'en payant aujourd'hui l'entreprise 133 $, on pourrait obtenir un CAGR supérieur au S&P 500. Et donc ça, évidemment, c'est notre objectif, puisque nous, on veut surperformer le S&P 500. Et donc ici, ce que ça nous indique, c'est que l'entreprise serait surévaluée par rapport au prix où on voudrait payer l'entreprise, puisqu'on a une différence de 37,97% entre notre prix visé ici et le prix actuel de l'entreprise. Donc voilà, c'est une méthode un peu différente que d'habitude pour estimer le prix d'une action, mais c'est une méthode que j'aime beaucoup et je pense que je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer en détail comment elle fonctionne. Et on peut également estimer un forward free cash flow yield, donc c'est-à-dire aujourd'hui combien de free cash flow futur j'obtiens en achetant l'entreprise à ce prix-là. Et pour ça, tout simplement, on divise les free cash flow per shares prévus, donc 7,07 $ en 2028, par le prix actuel de l'entreprise, donc 183,49 $. Et donc ça nous donne 3,85% de forward free cash flow yield, donc ce qui est relativement faible. Donc pour conclure sur cette section, cette méthode nous indique que si on achète l'entreprise au prix actuel pour une hypothèse de croissance des free cash flow de 1,15 et un free cash flow yield terminal de 3%, on obtient un CAGR de seulement 5,13%. Donc ce n'est pas rentable d'acheter l'entreprise à ce prix-là. Donc si on récapitule, une très bonne note quantitative de 17 sur 20, une note fondamentale bonne de 14 sur 20, et par contre une surévaluation du prix d'environ 37% pour Zoetis. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez sur le site internet www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition, avec notamment l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou des comptes titres et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir, et également le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest qui sort tous les lundis matins à 8h sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et maintenant, pour conclure, donc Zoetis sur le papier est une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat, donc un fort avantage compétitif avec des fondamentaux solides et une position de leader sur un marché en croissance. Elle domine sur le secteur de la santé animale avec des marges supérieures à sa concurrence. Et elle est aujourd'hui trop chère selon moi, elle est surévaluée. Et pour moi, un prix correct serait plutôt aux alentours des 133 $. Donc pour moi, ça va être oui pour Zoetis. Je trouve que c'est un secteur que j'aime beaucoup parce que ça permet de s'exposer à la santé tout en prenant moins de risques que la santé destinée aux humains. C'est un secteur qui est très lucratif avec des bons pricing power, des bonnes marges. C'est un leader sur son marché. Elle a des très très bons chiffres, mais aujourd'hui, elle est chère. Donc pour l'instant, elle va rejoindre ma watchlist. Et si elle arrive à des niveaux de prix plus attractifs, peut-être que j'ouvrirai une position sur Zoetis. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Zoetis et est-ce que vous l'avez acheté ou pas. Dites-moi également quelles sont les prochaines entreprises que vous voulez que j'analyse sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.